Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, bienvenue sur SportMed. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir Bonsoir à Gilles. tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, une émission spéciale Sporting Club Bastia, un club méditerranéen qui nous est cher. Et Dieu sait si la diaspora, surtout le bassin méditerranéen, est fan de football. On en a beaucoup à Marseille, on en a beaucoup sur tout le littoral. Et ce soir, on vous espère nombreux pour assister à cette émission qui va rendre hommage. On va un peu parler évidemment de la saison et du titre de champion du championnat national que viennent de décrocher les Bastiais, qui reviennent, du fin fond des sections amateurs. Ils sont descendus il y a 4 ans, en 2017, en National 3, si je ne me trompe pas. Et les voilà de nouveau parmi nous. Quand je dis parmi nous, c'est dans le monde professionnel depuis cette remontée que le club Bastier est allé chercher après de haute lutte, après une saison exemplaire. Alors on a l'honneur d'accueillir ce soir avec nous un enfant du pays, un pur produit du centre de formation Corse Bastier, Shaoki Ben Saada. Shaoki, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Shaoki, alors on en parlait tout à l'heure juste avant que ça commence. Bon, évidemment, toi, tu es un enfant du pays, tu as grandi, tu es né, tu as grandi à Bastia, tu as été formé au Sporting. Et tu nous disais en off que ça avait vraiment, cette remontée, ce titre avait vraiment une saveur particulière. Ouais, c'est clair, hein, quand on revient dans son club de cœur et formateur aussi. Donc, c'est vrai que c'est mon premier titre avec le Sporting Club de Bastia en pro. Donc, vraiment une grande fierté. Puis quand on sait d'où l'on vient il y a 4 ans, c'est sûr que ce titre-là, il est magnifique. Oui, il est magnifique. On accueille également avec nous ce soir Sébastien Andreoli. Sébastien, bonsoir, tu nous entends? Bonsoir, je vous entends, oui, oui. Bon, Sébastien, c'est un supporter historique du Sporting. Sébastien est un amateur de foot et de paris sportifs également, mais avant tout supporter du Sporting. Depuis combien d'années, Sébastien? À peu près, ça fait longtemps alors, hein. Ça fait longtemps. Attendez, ça fait une vingtaine d'années. Vingtaine d'années, facile. Vingtaine d'années facile. Voilà, Ouais. et le rôle des supporters, on en parlera également dans cette émission. Et Dieu sait si le peuple corse et le peuple bastiais a toujours joué un rôle prépondérant dans l'histoire et dans la légende du Sporting. Également parmi nous, mais pour le moment, on a des petits soucis techniques. Alors, je ne sais pas s'il nous entend. Sans doute le plus connu des footballeurs corses, Pascal Olmeta. Alors, on a apparemment toujours des petits soucis techniques avec Pascal Olmeta. On est en train d'essayer de les régler. Il est avec nous et il va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par évoquer cette fabuleuse épopée, une nouvelle épopée dans l'histoire du club corse, avec ce titre de champion de national et cette remontée en Ligue 2 et retour parmi le monde professionnel qui fait plaisir à tout le football, mais à tous les amoureux du Ouais. football en général et au football français évidemment également. Shaoki, est-ce que tu peux nous raconter, toi qui es revenu au club il y a à peu près 2 ans, pour apporter ton expérience et pour aider le club à revenir parmi l'élite. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et comment s'est déroulé ton retour au club et ensuite ces 2 dernières saisons? Bah, mon retour, j'étais à 3, j'étais en fin de contrat. Et puis, j'avais eu les dirigeants en fin d'année. Donc, on avait parlé. Et voilà, après, ça s'est fait assez rapide, enfin, assez rapidement. Parce que voilà, moi, j'avais ma famille qui était bien à 3 et il a fallu faire un choix, soit j'arrêtais ma carrière ou alors je venais au Sporting pour finir pour commencer un dernier challenge. Et puis voilà, j'en ai parlé un peu avec ma famille et ils m'ont suivi dans cette aventure qui était un petit peu folle au début parce qu'on était en 4e division en CFA.
Et c'est vrai qu'on a eu une saison un peu compliquée où on a connu un club qui a eu un record historique de 12 victoires d'affilée, donc on était un petit peu à la traîne. Et puis après, on a réussi à faire l'exploit de les rattraper avec 8 points de retard. Et juste avant le confinement, on s'est retrouvé avec 5 points d'avance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a créé des liens dans le groupe et puis qui nous a forgé un caractère aussi. Oui, Shaoki, Bruno, merci d'être avec nous là. Je rebondis sur un peu les ingrédients du succès. Euh, on nous a confirmé en Corse que 3 titres de champion d'affilée pour faire une telle remontée, à part Le Mans, d'après ce qu'on nous a dit, n'était jamais arrivé. Quelle est Ouais. ton explication, toi? Quel est l'ingrédient principal qui a permis ça? Un peu le fait qu'il y ait des anciens comme toi qui connaissent bien le club des Corses qui ont rendu ça possible? Le fait, peut-être, le travail des dirigeants qui était prépondérant? Comment tu l'expliques en premier lieu? Bah, vous l'avez dit, en fait, la chance qu'on a, c'est que Bastia, c'est un club historique dans la France. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'amoureux du club. Et puis, voilà, il y a des gens qui ont fait des sacrifices de redescendre à un niveau inférieur pour aider le club à retrouver sa place. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi le fait que ce soit le Sporting Club de Bastia et puis le stade et puis les supporters qu'il y a autour qui a attiré aussi pas mal de très bons joueurs. Et puis après, c'est le fait aussi que le club a gardé je dirais un dispositif professionnel dans le sens où les joueurs s'entraînaient vraiment beaucoup et tous les jours. Et puis on a gardé aussi voilà, comme je disais, aussi des amoureux du club autour du club qui ont fait que les joueurs s'y sentent bien et ça a fait vraiment du bien au club. Ouais, Bonsoir et Shoki, en tout cas merci Bonsoir. d'être parmi nous. Moi j'avais une petite question parce que j'imagine qu'il y a aussi du coup l'aspect psychologique lorsqu'on a été un joueur professionnel pendant autant d'années. Après, voilà, tu es enfant du pays bien sûr et tu as une attache très particulière avec le Sporting Club de Bastia, mais de repartir au niveau amateur. Comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement parce que c'est des codes qui sont différents, c'est des championnats qui ne se jouent pas sur les mêmes qualités. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces championnats de national un peu court? Comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Bah, assez bien comme je disais, le club nous a mis dans les meilleures dispositions. Après, c'est clair que quand on se déplaçait à l'extérieur, on avait toujours pas mal de supporters aussi qui venaient au stade. Et après, le plus compliqué, voilà, c'était de gérer parfois l'état du terrain où on pouvait pratiquement pas jouer au football. Il y a des terrains qui sont assez compliqués. Et puis après, la difficulté aussi, c'est que quand les autres clubs jouent le Sporting Club de Bastia, forcément, la motivation décuple. Et forcément, on a parmi nous, alors, SportMed, va y avoir du sport, notre émission du mercredi consacrée ce soir au Sporting Club de Bastia. On a parmi nous, pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'émission, Shaoki Ben Saada, Sébastien Andréoli, supporter du club, qui sont nos invités exceptionnels ce soir. Vous avez reconnu la voix suave et langoureuse de Eddie, Bruno Angelica également parmi nous. Et Small qui fera l'interface avec le chat et qui nous relaiera un petit peu l'atmosphère et les questions qui viendront du chat. Moi, je voudrais poser une question à Sébastien. Sébastien, tout d'abord, comment vous aviez vécu en 2017? C'était un véritable crash sportif, évidemment. Comment vous aviez vécu cette période, cette première période ça a été difficile pour s'en remettre. Est-ce que tout de suite vous êtes dit, bon, on va pas, de toute façon, il y a pas le choix, on va repartir de l'avant et puis on va remonter aussi rapidement que possible. Quel a été l'état d'esprit des premiers mois, en tout cas, quand vous êtes retrouvé dans ce championnat national, amateur, pardon? En étant supporter, j'avais très peur que le club disparaisse, quoi. Parce que bon, National 3, d'ailleurs, pour le premier match, j'étais monté à Île-de-Rousse voir la première journée de National 3, là où j'ai un ami qui joue à Cannes, et
j'avais croisé l'ancien entraîneur, Stéphane Ross, et il m'a dit lundi, j'ai que 7 joueurs à l'entraînement. Bon, quand j'ai entendu ça, mais lui, il était serein. Il m'a dit, on va quand même monter une équipe correcte. Hein. Il était serein. Et voilà, moi, ça faisait peur quand même. Parce que bon, National 3, on n'imagine jamais retrouver aussi vite le monde pro, quoi. C'est quand même, c'est magnifique, c'est un espoir, quoi. En 4 ans comme ça, c'est limite inespéré, quoi. C'est chapeau, c'est ce que l'a fait cette équipe, chapeau, quoi. Tu t'attendais à ce que ce soit plus long, tu t'attendais à... Ah oui, quand même plus long, pas 4 ans. Hein. 4 ans, c'est inespéré, pour je pense. Hein. Et tu nous disais tout à l'heure d'ailleurs en off que rapidement les supporters ont fait bloc et qu'il y avait des matchs et des affluences à 4-5 000 Ah oui. Il y avait des fois 4-5 000 pour un match de National 3, c'était assez impressionnant. Hein. Des fois, on voit des matchs de Ligue 2, il n'y a pas cette ferveur, hein, je pense. Hein. Fourian, c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a eu juste... Je te coupe. Il y a eu justement, on se dit, des coups durs, vous avez encaissé là avec cette descente, ce terrible coup dur sportif. Peut-être on en parlera aussi après, mais là je suis obligé d'en parler. Il y a eu la catastrophe de Foriani aussi, qui vous a fait aussi certaines années très difficiles. Comment tu expliques que le Bastia et le football corse arrivent à se remettre de coups durs terribles comme ça? Comment c'est possible? Je sais pas comment vous l'expliquer. Bon, c'est la passion. Hein. Il y a beaucoup de passion ici. Hein. Ici, ça parle beaucoup de football. C'est la passion qui fait que... Vous voyez, on est une petite île, on a quand même beaucoup de clubs quand même au niveau pro, quoi. Quand même, hein, par rapport à la superficie, je parle. C'est une île, voilà, c'est une île de football. Hein, et Bastia, la popularité de Bastia, parce qu'on peut se dire de l'extérieur que bon, c'est un club comme ça, avec tout le passé qu'il a, peut mourir pratiquement après autant de coups durs, de gros coups durs comme ça. Et est-ce que Bastia aussi, c'est toute l'île de beauté et derrière, c'est vraiment le club qui... Il y a ça aussi qui explique qu'à chaque fois, il survit à tout. Comment vous dire? Il y a des passionnés de toute la Corse, c'est le club pour moi de la Corse. Hein. Quand on voit les matchs à Fourian, l'affluence qu'il y a, je veux dire, il n'y a pas que de Bastia, hein. Ça vient de partout, quoi. Chauki, vous le ressentez, ça, cette ferveur populaire? Alors même si depuis un an, il n'y a plus personne dans les stades, hein, on le sait à cause de la pandémie, est-ce que on le ressent dans les rues, dans la ville, cette pression, cette passion, et est-ce que ça a aidé le club à rapidement rebondir? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Hein. Il y a aussi le travail qui a été fait par les socios quand le club a failli mourir. Donc, quand on voit tous les supporters qui se sont réunis et qui ont donné de l'argent pour que le club survive. Donc, je pense qu'il y a qu'en France il y a qu'à Bastia qui a eu ça. Et donc après, oui, pour revenir à ce que vous disiez sur la ferveur, même quand vous promenez dans les rues à Bastia, il y a tous les enfants qui jouent au football. Donc c'est vraiment une ville de football. Et ici, on vit que pour le football. Et c'est vrai que je pense que le fait de remettre Bastia au niveau professionnel, je pense qu'on a rendu vraiment toute la ville heureuse, dans le sens où tout le monde va venir au stade, ils vont être contents de voir des gros matchs. Et bon, après, on l'a vu aussi, le premier match qu'il y a eu il y a 4 ans contre l'ACA à domicile, alors que c'était la réserve de l'ACA. Je crois qu'il y a eu une influence à 4-5 000 supporters. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est ce que disait Sébastien. Et d'ailleurs, tu as mis le doigt sur une chose très très importante dans le renouveau, dans la renaissance du club, c'est la fameuse intégration des socios. Hein, ils ont joué un rôle très important et justement, on a Gabriel Jobin avec nous qui a joué un rôle dans la restructuration du club et dans le renouveau du club avec sa structure. Et il va nous en parler quelques instants. Il est à l'origine du modèle économique participatif et coopératif
que le Sporting Club de Bastia a mis en place. Est-ce que Gabriel, tu nous entends? Oui, oui, Est-ce que tu peux nous dire deux mots justement parce que tu as aussi ta part de succès dans ce renouveau de ce club historique du football français qu'est le Sporting. Bon, ce que je voudrais dire d'abord, c'est surtout que tous les acteurs et toutes les parties prenantes du club, que ce soit les supporters, enfin tout le monde est supporter finalement dans ce club, même les dirigeants, parce que clairement, Claude Ferrandi, Pierre-Noël Luigi, etc., ils se sont mouillés parce qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait remettre des sous dans le club au départ, hein. Donc, et puis derrière, ils ont fait bloc. Il y a comment dire, une mobilisation générale avec les supporters qui avaient déjà commencé qui avaient déjà créé une structure avec des engagements de prise de participation au sein du club. Donc c'était une mobilisation générale, une solidarité importante. Et effectivement, je le répète, tout le monde est supporter de ce club. C'est vraiment une ville de foot, c'est une capitale du foot de la Corse, mais ça génère comment dire, une passion au-delà de la Corse. C'est vraiment exceptionnel. Donc ça, je voulais le dire. Après, effectivement, Notamment la diaspora aussi, hein, on en parle souvent, mais la diaspora corse, elle est partout, bon, sur le bassin méditerranéen, le littoral, mais de la Côte d'Azur, etc., mais également dans le monde entier. Les Corses oui, sont des oui, oui, oui. Oui, parce que vraiment. quand il y a la campagne de souscription, donc de prise de participation à la coopérative, donc c'est une société coopérative qui a été montée, il y a eu effectivement des prises de participation de partout dans le monde. C'était assez exceptionnel, quoi. Voilà, donc moi, pour résumer à ma petite échelle, j'avais présenté ce modèle économique il y a quelques années pour l'Olympique de Marseille avant le rachat de McCourt. Et Ludayan avait eu vent de ce dossier et donc m'avait contacté en me disant que bah, potentiellement ça pourrait intéresser d'autres clubs. C'est comme ça que je suis arrivé devant les dirigeants de Bastia, à présenter le modèle économique, à dire bah voilà, c'est un modèle qui est parfaitement adapté à votre environnement, à l'ensemble des acteurs du club, du sporting, mais au-delà du sporting, d'un environnement, d'une région, voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens que ça s'est créé. Et puis derrière, tout de suite, les dirigeants ont adhéré, donc tout le monde a été mobilisé autour de ce modèle économique qui a amené effectivement à cette fédération autour du club, quoi. Voilà. Eddy? Oui, Gabi, bah, ouais, non, mais je voulais réagir par rapport à ce que disait Gabriel. Justement, c'est très passionnant parce que, à titre personnel, c'est toujours un modèle que j'ai défendu dans le football, le modèle participatif. Après, je pense qu'il faut un ancrage très fort, un ancrage régional très fort et local, et un sentiment aussi d'identité qui est exacerbé pour que ça fonctionne. Mais j'avais une question par rapport à comment est-ce que ce modèle-là, il est perçu auprès des instances du football en France? Parce que c'est un peu la grande interrogation. Parce qu'aujourd'hui, on va dire sur des équipes entre guillemets plus professionnelles, type Ligue 1, Oui, Ligue 2, qui ont essayé peut-être de monter ces modèles, se sont confrontés à des problématiques, on va dire, un peu légales, juridiques, d'approbation du foot français. Voilà. Non, c'est Je plus ne le sais pas cas. ce que tu en penses. Mais... Il y a une loi qui a été adoptée, qui va être tout simplement validée en septembre, qui permettra à toute structure type SASP d'être en SIC SA, SARL, etc. Aujourd'hui, le ministère des D'accord. Sports a levé comment dire, ce frein juridique, qui n'est pas forcément un frein juridique, parce qu'une SASP peut être en statut SA, SARL, SAS, etc. Une structure professionnelle sportive peut être en structure SA, SARL, etc. Et une SIC peut être effectivement aussi en structure SA, SARL, SAS. Voilà. Donc il n'y a plus de doute là-dessus. Donc c'est effectivement possible. D'autant plus qu'ils ont mis en place une loi qui permet effectivement au club professionnel d'être comment dire, structuré en SIC. Voilà. Donc là-dessus. Et est-ce que, du coup, d'après toi, il y a des clubs qui vont passer sur ce modèle-là Oui. dans les prochaines, on va dire, les prochains mois, les prochaines années, Oui, peut-être? il y a déjà des clubs qui essaient de s'organiser, comme ça a été le cas pour Bastia, effectivement, des systèmes sociaux, j'allais dire, des associations qui rassemblent tous les supporters, qui réfléchissent à ce modèle économique, de clubs qui partent, entre guillemets, un peu à la dérive. On a vu aujourd'hui les dégâts de la crise sanitaire, mais pas que, des droits TV. Donc les clubs, l'objectif des clubs, aujourd'hui, c'est d'être le moins dépendant de ces problèmes. Bien sûr.
Mais je crois que c'est un autre sujet. Je pense que Gilles va le dire. Et on aura l'occasion de préparer Voilà. une émission. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. le sujet c'est Bastia. Le et sujet donc, Sébastien, mais c'était bien que tu sois là pour nous expliquer en fait. Pour Déjà, nous expliquer un peu comment ça fonctionne effectivement auprès de Bastia et comment est-ce que tu as pu mettre ça en place. Et effectivement, on pense tous ici présents que Bastia réunissait tous les ingrédients nécessaires pour que ce modèle Ouais, du coup tout à marche. fait. Et c'est Tout à ce fait. qui est formidable parce que ça a Il permis faut, de faire renaître le club entre guillemets, quoi. il faut aussi que les dirigeants ils soient désintéressés. C'est-à-dire que Ouais. c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que les dirigeants aujourd'hui sont aussi des supporters et avant tout des supporters. Ils ont mis de l'argent propre, voilà, de leur compte, et donc ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas récupérer ce qu'ils avaient mis dans le club, quoi. Mais l'objectif premier, c'était de sauver le club avec l'ensemble des parties prenantes et notamment les supporters. Les supporters, je pense qu'il peut le dire, Sébastien, ils sont également intervenus sur la récupération de j'allais dire le parc, mais oui, tout ce qui est, comment dire, installation de musculation, qui avait été récupéré par le mandataire judiciaire. Donc, les supporters ont racheté en fait toutes ces installations sportives de musculation pour le redonner au club, quoi. fabuleux. C'est une véritable aventure familiale. Il y a une aventure humaine, une aventure familiale. Et c'est vrai qu'on pense, quand on entend ce genre de témoignage, on se dit quel dommage que le public de Furian il n'ait pas pu assister à cette remontée. Question pour Sébastien et pour Chauki, hein, mais d'abord Sébastien, est-ce que ça te démange? Est-ce que tu te languis de retrouver les travées du stade? Ah oui, oui, j'ai hâte de retourner au stade, hein. Oui, là, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on ne voit plus un match. La télé, c'est bien beau, mais bon. Le stade, c'est pas pareil, hein. Là, je pense que le jour où ça va ouvrir, il va y avoir beaucoup de monde, hein. Ok, cette communion avec le public, pareil, du côté des joueurs, ça vous manque? Est-ce que ça restera un peu un regret par rapport à la montée que vous avez fêtée, de ne pas avoir pu le faire en présence du public à Fouriani notamment? Ouais, bien sûr, ça c'est un gros manque, c'est un gros regret dans le sens où des saisons comme on a fait l'année dernière et puis celle-ci, où on a quand même pas mal de victoires et aussi on a par moment on a produit du beau jeu et c'est clair que on aurait pu fêter ça avec les supporters et puis aussi cette année, je pense que sur certains matchs, si on aurait eu les supporters à domicile, je pense qu'on aurait pu avoir au moins 4 ou 5 points en plus. Ouais. Et ce qui est dommageable, c'est que après, on ne sait pas comment ça va se passer l'année prochaine, mais je pense qu'on sera beaucoup moins, je dirais, beaucoup moins au-dessus, et c'est ce qui est normal pour un club promu en Ligue 2 que cette année. Donc, les matchs seront beaucoup plus compliqués à gagner. Justement, du coup, Chauki, vous faites quand même une très très grosse saison cette année. Vous êtes meilleure équipe à domicile, il me semble, meilleure équipe à l'extérieur, meilleure attaque et meilleure défense. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Mais est-ce que vous avez très rapidement senti que vous étiez au-dessus du coup cette année? Non, non. En fait, je pense qu'on a eu peut-être le déclic après la trêve et où je crois qu'à la trêve, on était troisième à 2 points du premier et à égalité de points avec le second. Et après, on a eu un gros mois de janvier où on a fait 5 victoires d'affilée. Je pense que là, le déclic est venu. On a joué aussi Quevilly à domicile et on les avait battus. Ouais. Et là, on s'est dit, oui, il y a quelque chose à faire cette année. Et si on continue comme ça et qu'on garde notre sérieux et qu'on travaille, on sera en Ligue 2, c'est sûr. Naoki, à titre personnel, alors tu sais, nous, dans l'équipe de SportMed, là,
dans l'équipe éditoriale et même à la régie et à la technique, il y a une grande majorité de supporters de l'OM. Mais c'est vrai que Bastia, il tient une place particulière dans notre cœur parce on se sent méditerranéen, on se sent proche de clubs. C'est des clubs qui se ressemblent finalement par la ferveur, aussi par le côté légendaire de certaines épopées européennes. On en parlera tout à l'heure. Moi, je me souviens d'un match, on doit souvent t'en parler, je suis sûr qu'on doit te rebattre les oreilles à chaque fois avec ça, d'un match, un certain soir de novembre 2002, où la France entière avait découvert Chaouki Ben Saada avec ce fameux doublé. Est-ce que tu peux nous raconter, je sais qu'on a dû te le demander des dizaines de fois, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ce match qui t'avait véritablement lancé aux yeux du grand public? Bah oui, oui, je peux le raconter. Enfin, ça, c'est un très bon souvenir. C'est peut-être mon meilleur. Bah, en fait, on joue à domicile et je rentre au bout de 30 minutes de jeu enfin, à peu près 30 minutes de jeu parce que Hamada se blesse. Et puis derrière, je rentre sans me poser de questions. Et puis je joue mon football. Et voilà, après, j'ai la chance aussi d'avoir fait mes débuts avec de grands joueurs. Il y a eu pas mal de gros noms comme Ferreira, qui a joué à Marseille en plus, Ouais. Essien, il y avait Cyril Jeunechamp. Et Et les Piotr quand on aussi, joue non? avec des joueurs comme ça, forcément, le football est plus facile. Et puis après, ils m'ont mis dans les meilleures conditions pour que je puisse. Oui, il y avait Maurice, je crois que c'est lui qui me fait la première passe D. Et puis forcément, voilà, c'est des grands joueurs et qui ont évolué à mes côtés ce jour-là et puis qui m'ont mis bien, on va dire. Ouais. Sébastien, tu te souviens de ce match? Oui, 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 je m'en souviens. Oui, oui, oui. Oui, je m'en souviens bien. Le gardien, c'était Barthez. Ouais. Regardez, c'est Barthez, ouais. Barthez. Rougneux, non, Barthez, c'était Rougnier. la deuxième fois. Rogneux. Ah, la Ah, deuxième parce fois. qu'il y a eu une deuxième fois, tu avais récidivé, c'est vrai, exact. Eh Tu as oui. récidivé, Chaouki. Bah, à l'époque, c'était bah, en vrai de vrai, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Marseille. Et puis quand j'ai commencé en pro, c'est vrai que c'était un club qui me réussissait plutôt bien. C'est le En moins, tout c'est cas, le moins ce qu'on qui puisse est, dire. ce qui est sûr, c'est que pour les supporters marseillais, le déplacement à Furiani était toujours très très compliqué. Il y avait une atmosphère très très chaude et du coup les matchs étaient très engagés, ce qui généralement apportait de très beaux matchs en termes d'émotion sur le terrain et c'était assez incroyable à l'époque. Oui. Ouais, ouais. Hop, Ah, alors je suis désolé. Vous m'entendez? Oui, Bruno, on t'entend. Gilles, alors il y a un petit. Pascal est avec moi au téléphone. d'accord. Alors il y a On un a un petit décalage. souci Il y a un avec décalage. Pascal En sur effet. Discord. Est-ce qu'il nous entend, Pascal? On va régler ça pendant le lancement de l'entretien avec Joe Bonavita. Juste une dernière petite question, Chaouki, après on va te libérer. À titre personnel, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire la saison prochaine? Est-ce que tu as envie de goûter à cette aventure, ce retour au monde professionnel avec le Sporting? Comment tu te projettes? Bah, à titre personnel, comme je disais, là j'arrive plutôt en fin de carrière et puis il faut que je profite de tous ces moments. Donc, tant que physiquement ça va et que j'ai toujours cette envie et cette passion, bah, je pense que je continuerai à jouer au football. Après, c'est vrai savoir après si les dirigeants déjà veulent que je continue avec eux. Ça, c'est le plus important. Mais après, c'est vrai que pour l'instant, je prends toujours autant de plaisir sur les terrains. Et puis physiquement, grâce à Dieu, bah, ça va, quoi. Toi, tu te vois continuer. Enfin, tu aimerais en tout cas continuer. Oui, oui. Bah, quand je suis venu, quand j'ai signé il y a un an, enfin ouais, 2 ans, bah, je disais toujours dans mes interviews que je venais pour réaliser un rêve, c'est de rejouer en pro avec Bastia. Donc là, on va pouvoir le réaliser si tout le monde est d'accord. On te le souhaite en tout cas. C'est Chaouki, gentil, merci. on va te libérer. On te remercie. On te remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Embrasse De rien. le peuple corse pour nous. Ok, On merci, se dit Raphaël. très, très bientôt. Ce Langui, et franchement, ce Langui des derbies, ça manque. Hein, les derbies Nice, Ah oui, clairement. Bastia, Ouais.
les Ouais. derbies au Bon, Bastia, on va tout franchement, faire ça fait partie des- pour les retrouver, ces derbys-là. On espère vous voir bientôt en Ligue 1 en tout cas. Chaouki, Ça on va te libérer. On va laisser la place à un marche. entretien qu'on a réalisé avec quelqu'un que tu connais forcément très bien, qui s'appelle Jo Bonavita. Un petit mot Ouais. sur Jo. Jo, c'est le personnage emblématique du club, hein. C'est quelqu'un que je connais depuis tout petit, parce que moi, j'ai commencé au Sporting à 4 ans et demi, 5 ans. Et Jojo était déjà là, et puis on se côtoyait souvent. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et un grand passionné du club. Eh ben, on va l'écouter. Merci encore, Chaouki. Sébastien, tu restes avec nous. On lance l'entretien avec Jo Bonavita, dirigeant historique du Sporting Bastia. Vous l'avez forcément un jour vu lancer son fameux Forza Bastia. Et on va l'écouter, Jo Bonavita. Ok, au revoir, merci. Allez, merci, Chaouki. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Allô? Oh, Il y a Pascal. Pascal. Allô? Pascal, on t'entend. Oui, il est là. C'est bon, Pascal, salut. C'est bon. Pascal, il est là. Ah, parfait. Putain, tu nous as fait des frayeurs, Pascal. On pensait qu'on t'aurait jamais au téléphone. Putain, ben moi aussi, oh, j'ai dû pédaler longtemps pour y arriver. T'as raté Chaouki Ben Saada qui vient de raccrocher. Et ben, il a bien assuré la première partie d'émission, ça va. Ah, super. Ben déjà, c'est une bonne chose. Pascal, on va écouter un entretien avec Jo Bonavita, 7-8 minutes, et après, on te prend. Ok. comme invité, et on va parler du Sporting, on va parler de tout ça. Ça marche, ok, ça va. Et on lance Jo Bonavita. Allez. Le football français ne peut pas se passer de Bastia, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ça fait, puisqu'on a plus de 50 ans parmi le professionnalisme en football. Voilà. Moi, ça fait 41 ans que j'y suis. Voilà. Je suis, depuis des années, je suis au service du club, je suis bénévole, je suis time manager de l'équipe 1. Je m'occupe de tout ce qui est déplacement, de tout ce qui est contrôle, licence, contrôle, qualification de toutes les équipes adverses, tout. Je lâche pas une équipe qui joue contre nous pour voir si elle est qualifiée ou pas. D'où j'ai gagné contre Nantes en Ligue 1. Un match sur tapis vert, ça a fait rapporter 1,9 million au club. Pour la première année que Nantes était montée, ils avaient fait jouer un joueur suspendu, mais moi j'avais fait le lundi. Vous n'avez pas échappé. Voilà, non, voilà, c'est important, vous savez, parce que dans l'euphorie, on oublie beaucoup de choses parfois. Si on regarde pas, si on surveille pas les sanctions, voilà, je contrôle les sanctions, les cartons jaunes, cartons rouges, et ainsi de suite. Voilà. À Bastia, ça a été la catastrophe de Fouriane. Quel que soit un autre club, jamais ne se serait remis. Alors que nous, déjà, après la catastrophe de Chambay, le club a continué à vivre dans le malheur, mais a réussi quand même à 95, vous vous rendez compte, 94, 92, il y a la catastrophe, 94, on est en Ligue 1. Mais il y a qu'à Bastia qu'on peut faire des exploits authentiques comme ça. Et puis là, c'est vrai que il y a en 2017, on est descendu en National 3, alors que c'est vrai que la gestion était un peu mal faite, mais il y avait quand même des repreneurs qui voulaient justement prendre en charge le passif et l'étaler. Mais bon, on n'a pas voulu, la fédération, et bon, ils n'ont pas voulu. Mais et ce n'est pas ça qui nous a empêché petit à petit de redonner notre blason et de monter étape par étape, comme a fait un peu Strasbourg, du néant, monter en Ligue 1. Et nous, on suit ce chemin pour le moment, que ça permet aussi d'avoir un palmarès, d'avoir une identité. C'est ça qui fait la différence, c'est que derrière nous, il y a un peuple, Bastia, c'est le club de la course. Voilà. Et justement, par rapport à ça, la rivalité avec les clubs d'Ajaccio, comment vous l'appréhendez, vous? Pour moi, il n'y a pas de rivalité. Au contraire, je suis content, moi, qu'il y ait deux clubs pro. Encore, si on avait trois, c'était encore mieux. Ça fait honneur au football corse. Plus il y en a, mieux c'est bon. Ça veut dire que la Corse est une terre de football. Ni plus ni moins, c'est une passion, comme en Italie. Nous sommes un pays
disons, de bassin méditerranéen. C'est un pays chaud, donc, et c'est ça qui fait peut-être notre force. Voilà. Et une chose, puisque j'en ai vu passer des présidents et des gestions et tout. Moi, aujourd'hui, hein, je peux dire que le président actuel, Claude Ferrand, avec le patron d'Oscaro, enfin l'ancien patron, Pierre-Jean-Louis Luigi, ils font une gestion. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un club fait un capital, ouvre un capital à tout le monde avec une SCI, et ça permet à toutes. Nous avons déjà beaucoup de municipalités qui mettent de l'argent dans le capital pour aider notre club, et ça fait que ça aide aussi financièrement, et ça permet aussi d'autres, puisqu'il y a un service de communication qui a été créé immense et qui permet aujourd'hui de trouver des partenaires très importants dans le domaine du football. Voilà. Vous en avez vu passer, hein, au cours de ces 41 ans, vous avez dit, au sein du club, des joueurs, des dirigeants. Quelles sont les personnalités qui vous ont le plus marqué au cours de votre carrière? Écoutez, les personnalités, moi j'ai vu un entraîneur, Pierre Cahuzac, qui était à l'époque, c'était un meneur d'hommes. Voilà, c'était un chef de commando. Voilà, c'était un chef de commando, c'était un meneur, alors qu'il n'avait pas une équipe pour aller jusqu'en finale de la Coupe d'Europe lorsqu'il est parti, et lorsqu'il a pris même le club en 71, 70, il avait pris le club au milieu de la saison, au mois de novembre, et il a mené quand même en finale en 72 contre l'OM, le grand OM de l'époque, qui était déjà champion avec le Magnusson de l'Escobar. Donc, moi, ce Cahuzac m'a marqué. Après, il y a des joueurs, pour moi, le plus grand, l'un des plus, la légende du club de football, moi je dirais que c'est un Corse, c'est le regretté Claude Pape. C'était un génie. C'était un génie. D'ailleurs, tellement que ce joueur, sa classe, sa modestie m'avait frappé qu'aujourd'hui, je lui fais une statue qui sera inaugurée au mois de juin justement pour la fête qu'on fait des 40 ans de la Coupe de France qu'on a gagnée en 81. Et puis, je me souviens que après la Coupe d'Europe, puisqu'il a disputé la phase finale de la Coupe du Monde en Argentine, hein, puisqu'il a joué, et pour le meilleur buteur de cette Coupe d'Europe en 78, et tous les clubs européens étaient dessus, et pour lui, le football, il était à Bastia, son pays, la chasse, la pêche, la famille. Il a dit, pour moi, l'argent, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas mon bonheur. Le bonheur, c'est d'être, parmi les miens. C'est le joueur emblématique du club, avec tout son... Il est venu chez nous à l'âge de 17 ans, de Porto-Vecchio, sa ville natale. Il est rentré chez nous jeune comme ça, et puis il a progressé d'étape en étape pour s'imposer comme le meilleur numéro 10 qui était à l'époque en France. Pour moi, il était l'égal de Platini à l'époque, parce qu'il était un peu barré par Platini. Bon, ben voilà. Mais nous, c'était un Corse, c'était un Bastière. Donc, bon, voilà. Mais les qualités étaient là, hein, voilà. Le Sporting, Monsieur Bonavita, c'est toute votre vie, on le sent Écoutez, moi, dans le thème de votre voix. Moi, je vais vous dire, j'ai mon épouse qui est en face de moi, je suis à la maison. Elle a une grosse maladie, c'est Alzheimer. Ça fait bientôt 10 ans, mais je la garde à la maison. Parce que si j'ai pu vivre ma passion, je lui dois à elle, parce qu'elle a toujours été d'accord pour que je vive comme ça. Et aujourd'hui, c'est à moi de lui rendre. Voilà, et je la garde à la maison. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la saison prochaine, Monsieur Bonavita? Pardon? Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous et au Sporting pour la saison prochaine? Pour la saison prochaine, le plus important, qu'on se maintienne déjà en Ligue 2, sans trop de folie, mais qu'on se maintienne, qu'on mette des bases solides dans la formation à tous les niveaux, et puis aller de l'avant. Merci, Monsieur Bonavita, c'était très aimable à vous. On vous souhaite la santé. On fait une grosse bise à votre dame. Merci. Qui est, d'après ce qu'on a compris, une véritable héroïne, hein, dans votre foyer, puisqu'elle s'est toujours dévouée pour que vous puissiez vivre votre passion. Et puis on vous dit à bientôt, et on espère vous retrouver très très bientôt au sein de l'élite du football français. Merci et forza Bastia. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Allez, à l'attaque. En attaque. Forza Bastia, le cri de guerre de Joe Bonavita. Combien de fois ne l'a-t-il pas lancé dans les vestiaires à l'issue des victoires du Sporting? Joe Bonavita, figure emblématique, historique. On se demande même s'il n'était pas là avant le stade Armand Cesari. Pascal, bonsoir, Ouais. enfin parmi nous. Salut les amis, j'ai réussi à vous retrouver. Oh, quelle chance. Quelle chance. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Merci. C'est nous qui sommes chanceux de t'avoir. On te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Non, c'est un réel Voilà. plaisir. On te On est remercie. là. Tant qu'on peut, on est là. Justement, Pascal Olmette, donc, qui a été formé au Sporting, qui a joué au Sporting de 81 à 84 et qui évidemment a connu Joe Bonavita. Est-ce que tu peux nous parler de ce club qui est quand même très très particulier, le Sporting? C'est un club à part. Oui, je crois que le Sporting, c'est la ville et le club de tous les Corses. Je crois que le bleu, c'est dans nos yeux, c'est dans le ciel. On a tout fait, ils ont tout fait pour nous faire disparaître, mais grâce à des hommes, le Sporting est dont un, Jojo, notre ami Jojo Bonavita. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui hante vos nuits, quelqu'un qui a eu déjà 3 vies puisqu'il a connu toutes les générations. Mais ces hommes-là font et ont fait que le Sporting est toujours vivant et que le Sporting va encore être présent, malheureusement pour certains. On sera encore là. Qu'est-ce que ça te fait, Pascal, quand tu revois déjà le Sporting réapparaître, passer une tête dans le monde professionnel comme ça? Est-ce que déjà tu es soulagé? Est-ce que tu avais peur que le Sporting disparaisse pour un bon bout de temps? Comment tu as vécu cette petite mort du Sporting là, ces dernières années? Je l'ai vécu comme tout le monde, c'est-à-dire que je l'ai vécu comme le vivent tous les enfants qui aiment et rêvent d'être professionnels. Parce que sur notre île, tu as que les 3 clubs dans les 2 Ajacciens, et qui ne rêverait pas de chez nos enfants de jouer sous ces couleurs. Et eux, les premiers, ont touché du doigt dans nos discours, dans nos tout au long de ces années, notre mal-être de ne pas voir le Sporting au haut niveau, l'avoir vu disparaître par tout ce qui s'est passé, on n'en parle pas, mais aujourd'hui, c'est le sourire des enfants, c'est un nouvel élan. Et avec les moments qu'on vit là, j'ai eu peur que même avec cette putain de maladie et de Covid, cherche encore un outil pour nous faire disparaître à nouveau. Et là, non, là, on y est. Il y a eu Pascal, bien sûr, la catastrophe terrible de Furiani. Il y a eu. Ouais. C'est pas du tout pareil. Attention il n'y a pas de comparaison ni rien. Donc cette descente administrative avec ces 3 divisions, 2 très gros coups durs. On se dit que un club pourrait y laisser sa peau, pourrait mourir. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance du foot et l'importance de Bastia en Corse? On dirait qu'il fédère quand même beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer l'attachement qu'il y a à ce club et au foot en Corse? L'attachement, il y est bien avant ce que nous, on était sur cette île. Mon père, le premier, quand il était en amateur, il jouait au ballon. Pour les gens qui étaient avant lui, c'était le football sur l'île, c'était la joie de vivre, c'était ce qui nous coulait dans les veines. Tu pouvais prendre n'importe quelle personne qui ne réussissait pas une carrière, qui arrivait sur la Corse ou Bastia ou ailleurs, ne pouvait que devenir un autre joueur. Et combien de joueurs sont repartis et ont réussi pleinement dans des clubs professionnels. En Corse, la chance qu'on a, c'est que on a tous un outil, c'est la facilité, c'est cette envie que n'ont pas les gens sur le continent. C'est notre passion, c'est ce qui fait qu'on est plus chauvin qu'ailleurs et on supporte son club et on est présent. Je me rappellerai les années où on était en crise, où les supporters mettaient de leur argent pour que les joueurs soient payés. Il y a qu'en Corse qu'on peut voir ça. Et ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et grâce à ces hommes et surtout les frères Ferrandi, bravo, aujourd'hui, Bastia est encore là.
Ouais, du coup, Pascal, justement, dans cette une trajectoire-là un peu historique, on va ressasser un souvenir un peu difficile, très difficile d'ailleurs, le souvenir de la catastrophe de Furiani, où effectivement tu étais gardien à l'époque. Ouais. Quand ça s'est passé, quel souvenir ça t'a laissé? Qu'est-ce que ça t'a fait à toi, personnellement, de le vivre, cet événement-là? Bien, ce devait être une fête, surtout quand il y a la chance de jouer à l'OM. J'étais sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'était une joie comme je l'avais eu avant en revenant sous d'autres couleurs. C'était une joie de venir jouer à Bastia. Euh, Ça aurait dû être une fête, mais ça a été une catastrophe et qui, tant que je vivrai, sera dans mes souvenirs. Et dès qu'il se passe quelque chose, j'ai encore ces visions, on en parle souvent. J'en parle de temps en temps avec mes enfants parce que je souhaite à mes enfants, à la famille et puis à toute autre personne de ne pas connaître ce qu'on a connu. C'était une catastrophe et quand j'entends certains qui n'ont rien à foutre dans le sens où de jouer le 5 mai, c'est que je leur souhaite rien, quoi. Toi, tu as vécu ce drame de l'intérieur, puisque tu étais sur la pelouse ce soir-là. Ça devait être la fête du derby Ouais. méditerranéen, ça devait être la fête du football corse. Et bon, on sait malheureusement que ça s'est pas déroulé comme tout le monde l'imaginait. Loin de là, évidemment. C'est une tragédie qui restera indélébile dans le sport, pas uniquement le foot, mais le sport français. Est-ce que Michel Platini dit souvent qu'après le Heysel, plus rien n'a jamais été pareil dans sa tête et dans sa manière d'apprendre les matchs et d'apprendre le foot. Est-ce que pour toi, il y a eu là aussi un véritable virage, il y a quelque chose qui s'est cassé ce jour-là? Oui, parce que je vais comparer avec la victoire de Champions League, où là, tu as touché le rêve que tout enfant a, c'est de gagner quelque chose. Quand j'ai gagné la Gambardella, on était heureux, c'était la folie, c'était tous les souvenirs. On dit toujours, c'est notre plus beau jour de notre vie. Et bien voilà, moi, quand j'ai gagné la Champions League, c'était le plus beau jour de ma vie pour un footballeur. Et quand j'étais sur la pelouse et qu'il y a eu la catastrophe, c'était le plus mauvais jour de ma vie. Et malheureusement, c'est ce qui restera pour le reste de mes années à vivre, quoi, parce que ça s'effacera jamais. Et les années qui ont suivi, quand tu allais dans des stades, que tu entendais un gros bruit, ben voilà, ça me ressortait 20h19 où j'ai couru sur la pelouse et ça sera à vie. C'est pour ça que j'espère qu'on reconnaîtra, que certains, surtout les enfants, ne connaissent pas des catastrophes comme ça. Les catastrophes qui, je le rappelle, juste, je termine là-dessus pour clore le chapitre, mais surtout quand on repense à la catastrophe de Furiani, ne jamais oublier que c'est la cupidité de l'homme qui nous a amenés à vivre de telles tragédies, et que voilà, quand l'argent est au service du football, très bien, quand il en devient le maître, c'est là où le diable sort de sa boîte et on en a. Ouais, mais tu sais quoi, c'est que si tu prends n'importe quelle personne et tu lui dis tu vas gagner tant, mais il va se passer ça, tu n'oses pas y croire. Tu n'oses pas y croire. Tu peux pas savoir ce que ça pouvait être ce jour-là. Je pense que pour gagner quoi? Je pense pas que les hommes qui étaient en place seraient devenus riches. Au contraire, ils ont eu la vie gâchée, mais jamais tu oses imaginer. C'est comme quand tu construis quelque chose, tu dis mais fais très attention, mais tu penses pas qu'il peut t'arriver quelque chose. Mais malheureusement, quand ça t'arrive, et puis surtout ça, parce que tu ne peux connaître ça que si tu allumes la télé, tu regardes Netflix et puis tu prends un film et tu vois ça. Mais la réalité, c'est la folie. Bruno? En évoquant justement, Pascal, les grandes histoires de ce club, plus bonnes et moins bonnes, est-ce que toi, dans ta carrière,
tu as eu ce regret-là de ne pas jouer à Bastia? Est-ce qu'au fond de toi, ça reste quand même comme une chose que tu aurais voulu faire, si Ben, tu pouvais? oui, je n'ai aucun regret parce que je suis Bastien, parce que quand tu aimes, et surtout que tu es de Lupino, mais il y a Ouais. le club de Lupino, là avec Modesto, avec Piero Bianconi, que tu vois les grands joueurs qui sont sortis de Lupino, tu peux tout construire. Moi, j'ai joué à Bastia. Ma fierté, elle est là. C'est que mon début de carrière, c'est Bastia. Si j'avais pas connu Bastia, j'aurais pas été Olympia, j'aurais pas été le seul à être champion d'Europe et Corse avant tout, pour dire à jamais les premiers. Voilà. Et ensuite, la chance d'avoir joué à l'OM, mais je sortais de Bastia. C'est Bastia qui m'a Qui fait, t'a formé, qui t'a emmené qui là m'a où formé, où qui tu m'a t'es tout donné, retrouvé, qui ouais, m'a bien donné sûr. cette force. Antoine Redin, tous ces hommes, les hommes de l'ombre, Jojo, Bonavite, et tous les autres, les Antoine Moretti, voilà, c'est ces choses-là qu'on oublie, que j'oublierai jamais et que je dis à mon fils, pense à ces hommes qui sont derrière. C'est ceux qui t'apportent le plus et non pas ceux qui rêvent de faire ci, de là. Non, 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 c'est les hommes de l'ombre qui t'apportent le plus. C'est leur simplicité. Et moi, je remercierai jamais assez Bastia pour avoir connu la carrière que j'ai eue. Et grâce à Bastia, je suis champion d'Europe. Ouais, ouais. Et justement, en parlant d'Europe, il y a une épopée. Et Bastia, finalement, a failli devenir à jamais les premiers en 78. Et il y a cette Ouais. fameuse épopée dont toute la France entière, les amoureux du football se souviennent encore. C'est cette fameuse Ouais. victoire à Newcastle, à Torino. Ils avaient enchaîné 7 victoires consécutives avant d'échouer en finale sur un terrain détrempé, on s'en rappelle. Comment tu l'avais vécu? Tu as des souvenirs, toi, de cette épopée? Ah ben oui, oui, des souvenirs, oui, parce que je suis du quartier avec mes potes de Lupino. On partait le matin pour se cacher dans des recoins du stade, habillés en bleu et blanc, avec une poule peinte en bleu et blanche. Je vais me faire encore attaquer par des associations de merde. Bon, enfin voilà. Voilà, mais voilà, j'ai connu, j'étais à Torino avec les amis du CAB, avec ces meilleurs moments que j'ai pu connaître avant d'être footballeur. C'est tout ce que j'ai connu pour supporter mon club. Et le jour de la finale, c'était quelque chose d'extraordinaire. La ville, et aujourd'hui, tu peux tourner dans le monde entier, tu parles que de l'OM, de Bastia, l'épopée, et de Saint-Étienne. Le reste, Paris, oui, Paris, la Tour Eiffel, oui, c'est tout. C'est tout. Tu imagines le pied de nez si la première Coupe d'Europe donnée à la France aurait été donnée par le Sporting. Ça aurait été magnifique. Ouais. Combien il y avait de budget? Et le stade, raconte-nous comment il était ce stade, parce que là, nous, on le connaît. Aujourd'hui, bon, ça y est, il est modernisé. Mais à l'époque, raconte-nous ces ambiances. Quand les clubs européens arrivaient à Furiani, comment ça se passait? Explique-nous un peu. Ah non, mais ça se passait, tu sais, les joueurs qui arrivaient, bon, ont toujours pensé que c'était un stade d'entraînement entouré par des champs de patates. C'est comme quand tu débarques, attention, avec tout le respect que j'ai pour eux, quand je débarquais avec l'équipe de l'OM ou en Albanie, en Roumanie, tu arrives dans des endroits où tu te dis ouh là là, est-ce qu'ils connaissent vraiment le football? Mais eux ne vivent que pour le football. Et nous, Bastia, ben voilà, tu arrivais sur une île, tu arrivais à Furiani, tu voyais pas les tribunes que tu vois aujourd'hui, tu voyais, tu sais, un peu un vélodrome, tu vois, juste pour faire un peu de vélo, de la pétanque. Et là, il y avait cette très grande porte bleue. Quand les joueurs passaient cette porte, ils avaient tout compris. C'est que là, tu n'en ressortais pas. Mais tu respectais ces équipes. Tu les respectais. C'était les plus beaux moments que, tu vois, même de toute ma carrière, je n'ai pas connu ça. Ouais. On rappelle hein, le parcours du Sporting. 32e de finale, Sporting Portugal. Victoire au match aller, victoire au match retour. 16e de finale, Newcastle United, victoire à l'aller, victoire au retour. 8e de finale, le Torino, le Grand Torino, parce que c'était à l'époque la deuxième meilleure équipe d'Italie derrière la Juventus. Ensuite, quart de finale, Carl Zeiss Siena, il fallait se les farcir, les équipes de l'Est, c'était quelque chose à l'époque. Demi-finale, les Grasshopper Zurich.
Et finale contre le PSV Eindhoven, 0-0 à Furiani, parce qu'à l'époque, le terrain détrempé, le ballon ne rebondissait même pas, nous avait expliqué Jo Bonavita, le match avait quand même été joué. Défaite au retour avec le grand PSV Eindhoven, les frères de Van de Kerkhoff et une partie des finalistes de la Coupe du Monde. Le Bastia, le Sporting qui échoue donc en finale de la Coupe de l'UEFA 78 et une épopée à jamais dans les mémoires. Sébastien, est-ce que toi, tu l'as vécu? Si tu l'as pas vécu, comment on la raconte encore à Bastia? On en parle encore de cette fabuleuse aventure européenne du Sporting? Oui, on en parle toujours quand même, ça reste dans l'histoire. Donc, bon, on en parle encore. Bon, moi, à part la cassette vidéo, malheureusement, j'ai pas pu vivre ça. C'est un peu, bon, c'est un regret. J'aurais aimé connaître ça moi aussi. C'est bon, quand on voit déjà, ça avait l'air d'être la folie à l'époque. Et toi, tu as vécu des matchs mémorables comme ça, tu as des anecdotes à Furiani, à Armand César, à l'époque. Pareil, tu peux nous expliquer un peu comment c'était l'ambiance Par rapport à par rapport à l'accueil, au fameux accueil, l'hospitalité, ça a toujours été, corse. ça a toujours été une ambiance chaude, mais bon, toujours dans la limite du bon. Ça a toujours été de grosses ambiances. À Manchester, ça a toujours été de grosses ambiances. Quand les équipes européennes débarquaient dans ce stade. Moi, au niveau européen, j'avais vu le Benfica à l'époque et le Steaua à Bucarest. Bon, c'était déjà des grosses ambiances. Dans les années, je crois, 94, tout ça, il me semble. Déjà, ouais. Bruno? Quand ils avaient fait l'Intertoto, quoi. Après l'Intertoto. D'accord. Il y a eu, pardon Sébastien, peut-être je vais pour Pascal, là, il en a déjà parlé, mais Claude Papy, quel joueur, plusieurs joueurs corses vis-à-vis de l'équipe de France. Pascal aussi, il le dirait pas, mais lui aussi. Est-ce que ça a toujours été, Pascal, le plus dur un peu pour les joueurs corses qui se sont illustrés dans toute l'histoire? D'avoir leur place sur, comme on dit, sur le continent, dans l'équipe de France. Est-ce qu'il fallait être plus fort? Est-ce qu'il faut être plus fort? Est-ce que ça a toujours été un peu compliqué? Tu en as souffert un peu? Oui. De toute façon, c'est un peu le discours que j'ai aujourd'hui. Si tu veux réussir, il faut partir. C'est malheureux à dire, mais si tu veux réussir, il faut partir. Tu vis sur une île, tu es entouré d'eau, tu peux avoir les meilleurs talents. La plupart du temps, les meilleurs talents chez les jeunes, c'est des artistes. Ils ne veulent pas partir et puis ne deviendront jamais footballeurs. Moi, quand j'étais à Vichy, je ne rêvais que d'une chose. Pourtant, voilà, on gagne à la Gambardella. J'ai plusieurs demandes de clubs pour rester en France. Et non, j'avais que cette envie de rentrer. Et comment je suis rentré? Je suis rentré avec mon père et ma mère qui étaient venus me chercher à Vichy. Dès que je suis arrivé, j'ai été au stade. J'ai signé mon premier contrat pro, j'avais 21 ans. Mais quoi de plus beau que de me retrouver dans les vestiaires avec Claude Papy, Paul Marchioni, Jean-Louis Caz, il y avait Roger Mila, mais c'était extraordinaire. Je ne sais même pas si aujourd'hui ces jeunes ressentent ces choses-là, d'avoir la chance de jouer dans des équipes où il y a des joueurs extraordinaires, qui eux-mêmes ne voulaient jamais partir, voulaient faire qu'une carrière sur la Corse, sur Bastia, parce qu'on y trouvait tout, les matchs, l'ambiance, tout ce que tu voulais. Ouais. C'est vrai que d'ailleurs, il nous disait ça aussi, Jo Bonavita. Il expliquait que Claude Pape, il avait jamais voulu partir. Pourtant, il était sollicité. À l'époque, c'était l'un des 2 meilleurs numéros 10 avec Michel Platini. Il avait fait la Coupe du Monde. Et lui, il disait, il expliquait dans l'entretien d'ailleurs, que Claude Pape, il dit non, moi j'ai la qualité de vie ici, je suis bien, j'ai la chasse, la pêche, les amis. Et voilà. Ouais, c'est vrai. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Non, mais c'est certain. Notre pauvre Claude, ah oui, tu l'aurais pas fait partir. Et puis Charlot Orlanducci, qui lui,
qui lui, tu aurais pu lui donner ce que tu voulais. Même quand on partait en stage, au bout du 4e jour, il trouvait une excuse pour vite rentrer, pour vite rentrer à Vescovato parce qu'il tenait plus. Non, mais des moments comme ça, c'est extraordinaire. Pour une carrière de footballeur, Justement, rien de plus beau. tu me tends la perche, c'est plus dur pour une Corse de s'expatrier parce qu'il y a cet amour, cet enracinement à la terre qui est vraiment très prégnant, très fort. Ouais. Toi, tu as quand même, tu as franchi le pas, tu le regrettes pas parce que tu as eu une carrière extraordinaire, mais comment on se retrouve, bon, de Bastia à Toulon, ok, mais après, quand tu t'es retrouvé dans la capitale, là, avec cette époque Matra Racing, ces stars, comment tu Ouais. l'avais vécu, là, cette période-là, avant d'arriver à l'OM? Ben déjà, c'était une chance. C'était une chance parce que sur des centaines et des centaines de joueurs, de footballeurs qui aiment devenir professionnels, d'être demandé par Paris de l'époque, c'était Lagardère, c'est grâce à Bastia. Et certains et beaucoup d'autres joueurs, grâce à Bastia, à nos clubs corses, qui ont trouvé un tempérament, qui ont trouvé cette âme de jeu, cette âme cette envie de jouer, qui ont fait que tu étais plus facile à jouer sur le continent. Parce que tu étais blindé de tous les côtés. Tu quittais la Corse, mais tu savais que tu y allais parce que tu étais devenu plus grand, qu'il y avait une pointure au-dessus et que beaucoup de clubs en France rêvaient d'avoir certains joueurs. Et certains joueurs ne voulaient pas partir de la Corse. Eh oui. Toi, donc, du Matra Racing, après, ça passe à l'OM. Ouais. Et là, bon, ben, c'est les 3 années fabuleuses. Mais 3 tu titres sais, Ouais. je te coupe. Quand moi j'ai dit voilà, j'ai signé à l'OM et je le souhaite parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs qui rechignent à aller à l'OM, à Marseille. À l'époque, j'aurais été en bicyclette, de rejoindre le vélodrome, et c'était l'ancien vélodrome. Mais quand je dis, et je l'ai dit la dernière fois où je me suis fait traiter de jobard et d'imbécile, mais bon, ça, tu sais, on ne peut pas refaire le monde et puis on ne fait pas l'unanimité. Quand j'ai dit que Marseille, c'était la capitale de la Corse, attention, c'est que moi, quand je jouais à l'OM, j'avais plus de Bastiais et de Corse à venir me voir à l'entraînement et au match, et les drapeaux. Corse, tu en as dans tous les stades. Voilà, c'est ce que je disais, c'est que tu te sentais un peu chez toi et tu avais un peu les mêmes couleurs, le bleu et blanc. Mais bon, Marseille, voilà. Justement, Pascal, aujourd'hui, parce qu'on est dans la transition parfaite entre l'histoire de ton arrivée à Marseille, ce que tu as vécu à l'époque avec l'exigence qui était afférente à ce club, et aujourd'hui, quand tu vois son actualité, quand tu vois l'équipe sur le terrain, est-ce que tu retrouves des choses que toi, tu as connues à ton époque, ou tu as vraiment l'impression que c'est devenu un autre club, c'est un autre football, voilà, qui n'a plus Non, rien à voir avec ce que tu as connu? non, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu. C'est malheureux de le dire et de le répéter. Quand tu aimes ce club, moi j'aime Bastia et j'aime l'OM. Voilà, j'ai pas aimé Bien sûr. Paris, j'ai pas aimé. Non, j'aime Bastia. Voilà, Bastia, je suis Bastia à vie et dans l'âme. Et j'ai aimé Marseille. Mais c'est plus du tout pareil. Quand tu dois aller à la commanderie, bon, tu n'as pas le droit de rentrer. Quand tu veux voir les joueurs s'entraîner, tu n'as pas le droit de les regarder s'entraîner. Quand tu les vois sortir en voiture, ils ne s'arrêtent presque pas pour faire ce qu'il faut pour les enfants. Non, c'est une autre dimension. C'est pas ce qu'on avait pu ressentir les 3 années où je les ai passées là-bas, ou dans la rue, tu t'arrêtais de discuter avec les gens, parce que les gens à Marseille, c'est leur vie, le football. Et aujourd'hui, il y en a presque qui, tu les entends dire, je renouvelle pas ma carte. Non, ça n'existe pas, ça. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas, Pascal, parce que on n'est plus dans la même dimension, évidemment, du rapport au football entre le public et le football, mais également les performances. On va un peu en parler, hein, on va parler un peu d'actualité de l'OM, mais les performances ne sont plus à la hauteur de ce que le public olympien a été habitué à goûter dans ces années-là.
Comment tu regardes un peu, comment tu juges les dernières prestations de l'Olympique de Marseille avec un Sampaoli qui Ben, tarde à imposer sa patte? ouais, mais bon, c'est beau d'avoir un entraîneur comme ça. Après, attention. Marseille, on pourrait avoir des entraîneurs, et puis heureusement qu'on en a, comme Galtier, tu vois. On a des entraîneurs français qui peuvent t'apporter beaucoup. Mais souvent, quand je vais, comme ces vieux, tu sais, les vieux qui sont passés par là, tu vas dans le club des 100, tu te retrouves avec les Bruno Germain, les Amoros, et puis il y a des matchs où tu ressens rien, et ça te donne même pas la chair de poule, et tu te dis putain, mais c'est pas possible. Non, mais regarde celui-là, tiens, ils ont perdu le match, mais regarde, ils s'embrassent et tout. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Marseille, tu dois gagner tous tes matchs. Aujourd'hui, on te dit oui, mais si tu mets une gifle, on le voit à la télé. Non, mais mets pas la gifle, mais ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut, quand tu portes les couleurs de l'OM, il faut savoir les respecter. Mais bon, si ça commence pas par les fondations, tu sais, dans la vie, il n'y a plus aucun respect. Tu peux dire on va faire ci, on va faire ça, mais si tu commences pas par la construction, tu ne fais rien du tout. Un Sampaoli, on va pas le juger aujourd'hui, mais c'est peut-être quelqu'un qu'il nous faudra quand il va construire son équipe. Et si on réussit les 2 premières années, il faut continuer à bâtir pour être là, comme tous ces clubs anglais ou européens. Pourquoi Bien pas sûr. l'OM? Pourquoi pas l'OM? Justement, Mais du coup, récemment, Pascal, toi, vas-y. quand tu parles justement de cette valeur-là, de respect, de culture club, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de frappant dans ce club? C'est le manque des anciens, en fait. C'est le fait que les anciens Non, mais ne soient pas ouais. là pour transmettre ce flambeau, tu vois? Ouais, Et mais les ça, anciens, effectivement, on le voit tous, hein. ouais, mais les anciens. Tu sais, je vais avoir encore un discours qui va faire crier encore les uns et les autres et dire ouais, ils parlent encore. Mais j'en ai rien à foutre. Mais quand tu demandes à un ancien, moi le premier, puisque tu aimes ce club, est-ce que tu viendrais pour nous donner un coup de main? Mais tu dirais oui sans dire ouais, mais alors le salaire. Non, Hmm. non, 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 tu vas pas. Tu vas, si tu aimes ce club, tu vas pas pour discuter salaire. Non, non, c'est pour ça que euh, ça peut être que dérangeant pour tous ces hommes en place. Après, l'Américain, j'en parle pas parce que je sais même pas si il sait qu'il est président de l'OM. Mais tous ces gens qui ont fait le club, au fur et à mesure, tu les as virés, tu as plus des pièces maîtresses, tu as plus la mamie qui nous lavait les vêtements ou de temps en temps lui amenait des bouquets de fleurs. Aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus. C'est malheureux, c'est malheureux. Pascal, est-ce que toi aussi, comme une grande majorité des supporters de l'OM, tu rêves tout simplement à une vente de manière à ce que l'Américain passe le flambeau et qu'on retrouve un peu de l'ambition et surtout des dirigeants qui soient concernés par le futur du club, quoi. Est-ce que tu en Oui, mais moi, qu'il soit américain ou basané ou tout ce que tu veux, ça me dérangerait pas. À partir du moment où ils peuvent t'amener des joueurs, parce que quand on dit De bon, l'ambition. de l'ambition, de vouloir gagner, où on t'amène des Neymar, c'est une chance pour des jeunes de voir des Neymar et des Mbappé jouer à Paris. Mais Paris, ils n'ont pas d'âme. Paris ne réussiront jamais. Mais à Marseille, tu peux tout réussir. Marseille, tu te lèves, tu parles football, tu te couches pendant que tu es en train de faire l'amour, tu parles de football à ta femme. Et voilà, tu as l'impression d'envoyer la sauce, elle est bleue. Non, mais c'est tout ça, c'est tout ça. Et Enzo Francescoli, tu sais, au bout du monde, à chaque Oui. fois que j'allais en Argentine, quand on se voyait et que lui a repris River Plate avec ses amis anciens footballeurs, tu vois ce qu'il en a fait. Voilà, on parle comme on parle ce soir, mais on parle de ça depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans, et est-ce que ça change? Ben non, c'est comme en politique. Mais bon, ne mélangeons pas la politique. Ne mélangeons pas. Pascal, tu as des infos sur la vente. Il paraît que la vente est imminente. Est-ce que de ton côté, tu en as entendu parler? Non, 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 non. À un moment donné, j'espère qu'on n'en entendra plus parler et puis que ça se signera sans que le mec vienne pour faire. Non, non, non. Non, parce qu'à chaque fois qu'on en parle,
C'est des conneries, c'est du n'importe quoi. Le mieux, c'est qu'ils le fassent en sous-marin et qu'ils fassent venir des joueurs. Mais il faut construire, il faut construire. Tu peux avoir aussi bien des très bons joueurs, des jeunes joueurs du centre de formation, mais c'est le savoir-faire, le savoir-faire. Je pense qu'il peut y avoir des hommes dans ce club qui sachent faire, mais qu'on ne vienne pas les emmerder. Et là, on peut construire. Pourquoi? Parce qu'on a le plus beau public d'Europe, si ce n'est du monde. Et rien qu'avec ça, tu peux avoir ton club à vie. À vie. C'est un peu le Bastia d'aujourd'hui. Voilà, on a voulu nous faire disparaître. Avec la force, on revient. Et quand tu vois qu'à certains matchs, et j'y étais, à des 5000 personnes ou que tu vois nulle part ailleurs, même pas en première division, il y a des 5000 personnes l'hiver. La ferveur, l'harmonie, l'identité des clubs, plus important pour retrouver un équilibre et donner un véritable projet à un club que finalement les dollars ou les pétrodollars, c'est un peu ce que tu veux nous expliquer. Pascal, on voudrait terminer l'émission en parlant un petit peu de cette association. Mais avant tout, si je te coupe, c'est que c'est surtout ne pas vendre tes couleurs. Tu as tes couleurs, tu dois te battre pour le maillot. J'adore quand je vois des joueurs qui embrassent leur maillot. Mais parce qu'ils le font, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui le font. Mais quand ils le font, c'est qu'ils le pensent vraiment. Et ça bravo. Ça, c'est, voilà, garder ses vraies valeurs, c'est savoir d'où tu viens. Et même en parlant de l'association, tu vois, de temps en temps, que ces joueurs aillent rendre visite à ces enfants dans les hôpitaux. Ça, c'est le plus important, je crois. Justement, Pascal, on t'écouterait des heures, mais bon, et puis si tu es OK, on te refera parler de OM et puis de l'association. On voulait faire un focus avec toi ce soir, peut-être pour expliquer aux plus jeunes un sourire, un espoir pour la vie, ce que ça représente dans ta vie, un peu les principales actions, même s'il y en a beaucoup, pour que peut-être les plus jeunes connaissent un peu ça, et puis un peu comment tu pourrais le présenter au plus grand nombre, ce que tu as voulu faire et qui a formidablement bien marché. Bien, tout simplement, c'est que Lupino, je parlais de Lupino, mon quartier de Lupino, j'ai vu grandir François Modesto, aujourd'hui Marc Biamonte s'en occupe. J'étais le plus heureux tout à l'heure de discuter avec lui et je lui ai dit que s'ils ont besoin, je serai là, d'aller voir les jeunes. Voilà, les jeunes, c'est simple, ils cherchent un chemin. Ils ont leurs parents qui essayent, avec moindre chose, de leur apporter un sourire, de leur apporter quelque chose dans leur chemin. Et c'est ça qu'on essaye, nous, anciens. Moi, le football m'a tout donné. Mes parents m'ont tout donné à Lupino. Bon, voilà, on est sorti de là sans pas grand-chose en bagage, mais cette force a fait que j'ai réussi, on a réussi, et sans oublier les autres. Voilà, quand j'étais joueur, j'allais et j'étais parrain de beaucoup d'associations. J'ai été dans tous les hôpitaux de France et je pensais à ces enfants qui rêvaient d'être comme on avait pu être nous. Et ensuite, après 20 ans de carrière, j'ai dit à ma famille, voilà, maintenant que j'arrête, on va s'occuper des autres. On a monté notre association et on essaye. Pourtant, je dis bien on essaye parce qu'on a tellement de demandes, malheureusement, d'être là, d'aider les familles. Et ça, c'est le plus important. Je crois que quand j'organise des matchs, et grâce à notre carnet et nos téléphones, d'appeler les Zidane, les Deschamps, comme j'ai pu faire venir à Bastia, d'organiser ces matchs-là et de reverser les fonds à l'association, voilà, ça fait partie de la famille et ça, c'est le plus important. C'est surtout ces générations de joueurs qui font qu'on peut réaliser ces choses-là. Après la suite, il y aura d'autres joueurs qui le feront, je l'espère.
important pour parler de l'association, aider les mamans, aider les familles, il y a ça aussi pour que tout le monde comprenne bien. Et puis aussi peut-être, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, une note très positive quand tu organises tes matchs et espérons qu'à nouveau tu pourras organiser ces fabuleux matchs entre les rugbyman et puis les footballeurs. Tu as senti qu'il y a une beaucoup de te répondent, de présents. C'est important, ça, ce soutien que tu as toujours eu. Et puis les familles, je pense que tu peux nous dire quelques mots. Ça doit être formidable d'avoir ce soutien, ce réconfort. Oui. Pour nous, c'est le plus important. Pour moi et ma famille, et la voix qu'on essaie de donner à mes enfants, qui j'espère reprendront le flambeau plus tard, c'est de pouvoir être entouré tout au long de l'année, même des familles qui ont perdu leurs enfants, qui sont toujours avec nous, qui ont le mot pour d'autres parents qui sont atteints de leur maladie de leurs enfants ou qui est catastrophique au moment où on leur apprend. La chance, c'est que depuis plus de 15 ans, on a ces grands noms du football et du rugby et puis de tout ce qu'on veut, qui nous suivent. Mais ils nous suivent pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'on peut compter sur eux, qui sont là pour aider les autres, pour aider ces familles. Et rien que de mieux d'annoncer des noms pour faire de la billetterie, parce qu'autrement, ça serait difficile de demander toujours aux gens qui eux-mêmes ne s'en sortent pas. Alors voilà, cette grande famille, on est là. Pascal, je retiens une chose, c'est ne pas vendre ses couleurs. Non. Je rajouterai ne pas vendre ses valeurs. Non. Et c'est ce que tu transmets, c'est ce qu'on ressent. Et il y a une phrase de Pascal, moi, qui répète souvent, c'est la chance dans la vie, c'est les petits, les enfants, c'est ça qu'il faut chérir le plus. Je crois qu'il y a ça en tête, qu'il y a toujours. Hein, c'est le plus important, parce que pas tout le monde naît sous la bonne étoile ou sous des étoiles qui sont toutes tracées. Je crois que c'est nous qui devons être là pour essayer de les mettre sur le bon chemin et puis qu'ils aient le respect, qu'ils aient l'envie d'aider les autres. Et ça, c'est le plus important. Mais c'est le message, parce que quand eux sont sur le terrain, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de guerre. Et c'est le sourire. Et nous, ça devrait être ça. C'était vraiment une soirée placée sous le sceau de la générosité. On a parlé Bastia, et Bastia, Dieu sait si un club transpire la générosité, c'est bien celui-ci. On a parlé un peu de l'OM, on a parlé avec Pascal Olmeta de sa carrière, de cette association, et on vous invite à aller vous connecter, à aller faire un tour sur le site. Bruno, tu rappelles le nom de l'association pour ceux qui nous suivent? Un sourire, un espoir pour la vie. Pascal, peut-être le site ou une actu précise, ou je pense qu'avec le prochain match ou autre, il y a une actualité dont tu veux parler dès aujourd'hui, et bien sûr, on en parlera lors des prochaines émissions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire pour les prochaines semaines? Les prochaines semaines, oui, on est en train de préparer le prochain match à Bordeaux en septembre. Mais tout simplement, un sourire, un espoir pour la vie, c'est la famille, c'est que on est là, on reçoit beaucoup de messages sur l'association, et croyez bien que si on peut aider, et on en a beaucoup de familles en Corse qui en ont besoin, on en a beaucoup et on essaye. Et c'est grâce à vous tous aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, à vous qui êtes toujours là, de faire passer ces bons messages, c'est le plus important. Positif. Merci beaucoup, Pascal. Merci les amis. Merci beaucoup, Pascal. À très vite. Merci beaucoup. Les gars. Merci beaucoup, Pascal. C'était un plaisir de t'avoir ce soir. Sébastien, merci à tous pour cette soirée et cette émission spéciale Bastia. On espère rapidement retrouver les derbys méditerranéens avec Nice, avec l'OM, avec Bastia très prochainement. On vous embrasse à tous. On vous donne rendez-vous vendredi pour l'émission Comme un seul homme. Vendredi soir, 21h. On parlera évidemment de l'Olympique de Marseille. Bonsoir. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut à tous. À bientôt, les amis. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao tout le monde. Salut Pascal, merci, on t'embrasse. Ciao les gars, on vous embrasse. Ciao. Ciao, la bise.